Donc d'abord, bonjour à tous. Merci de votre participation à ce webinaire. Nous avions 32 inscrits et nous avons là tout de suite 19 participants, donc membres du club de la com. Alors évidemment, cette conférence devait initialement se faire en présentiel. Elle était vraiment programmée pour l'année 2020. Et bien entendu se terminer autour d'un verre, comme on le fait d'habitude et comme on aime beaucoup ce moment sympathique de convivialité. Bon, malheureusement, on s'adapte. Depuis mars, la situation nous a obligés à nous adapter avec des formules à distance. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de vous rappeler quelques consignes pratiques pour ceux qui n'auraient pas vu toutes les consignes envoyées par Aurélie par mail. Donc la première, merci de bien vouloir désactiver votre micro. Ensuite, je voudrais aussi vous demander de désactiver votre webcam, si pour ceux qui l'auraient activé, mais a priori tout le monde l'a désactivé. Et également, vous pouvez voir en haut de l'écran une indication afficher tout le monde. Donc vous cliquez sur afficher tout le monde et vous sélectionnez intervenant. Vous avez cette option. Dans afficher tout le monde, vous cliquez sur intervenant, ce qui va nous permettre d'avoir une qualité de visualisation sur l'écran beaucoup plus optimale. Voilà. Dernière consigne pour poser vos questions. Donc, le webinaire va se dérouler en 2 temps. Caroline Fayet va donc dérouler sa présentation sur environ 30 minutes et nous aurons une séance de questions. Alors, deux possibilités pour les questions. Soit vous les écrivez via le chat, et je relèverai les questions au fur et à mesure, soit une autre formule qui a notre préférence, qui serait tout simplement de poser vos questions de vive voix à la fin de la présentation. Donc, on en a parlé de Caroline Fayet, et cette option nous convient mieux parce que ça permet aussi d'avoir un échange direct. Mais pour ceux qui souhaitent utiliser le chat, pas de problème. Voilà pour les aspects pratiques. Donc, pour rappel, le thème du webinaire, c'est fake news et cyberinfluence. Pourquoi les DIRCOM ne doivent plus les ignorer? Donc, effectivement, aujourd'hui, avec la puissance des réseaux sociaux, avec les fake news et le bashing en tout genre, rendent nos métiers de communicants beaucoup plus compliqués, plus difficiles effectivement aujourd'hui. Et on doit intégrer ces infox, parce que fake news en français c'est infox, on doit intégrer ces infox dans notre communication de crise et savoir comment les gérer. Donc grâce à Caroline Fayet du cabinet Opinion Act, nous allons avoir donc des clés pour mieux comprendre ces fake news, mieux les décrypter et mieux les gérer. Donc Caroline Fayet est cofondatrice du cabinet de conseil en réputation et influence Bolero et auteur du livre, alors auteur, autrice, en tout cas c'est auteur avec un E, ou autrice, donc autrice du livre Fake News, décoder l'info. Donc Caroline, bonjour d'abord Caroline. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'intervenir pour le Club de la Com aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Caroline, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous parler du cabinet Opinion Act, donc ex-Bolero? Oui, écoutez, moi j'ai toujours été dans le digital. J'ai monté ma première entreprise en marketing viral sur le campus de l'HEC en 2000. Et puis, je me suis rendu compte que le viral, ce qui était intéressant, c'est de savoir d'où ça vient, pourquoi ça se propage. Alors à l'époque, c'était plutôt par mail. Mais j'ai découvert en 2003 les forums et les newsgroups et ça a été une révélation. Je me suis dit que le fait que les gens puissent se parler, ça allait changer la façon dont ils sont influencés, dont ils prennent leurs décisions. Et du coup, j'ai monté une méthodologie d'analyse de l'opinion. Alors, on était en 2004. Bolero, du coup, c'était l'idée d'orchestrer toutes ces disciplines du digital, alors suivant la partition de la data. Et c'est vrai que 16 ans après, on a vécu plusieurs révolutions numériques, on va en parler aujourd'hui, et le nom Bolero ne nous paraissait plus sonner juste face à ces révolutions numériques, à cette guerre digitale que l'on mène pour nos clients.
Et on a souhaité, du coup, faire un rebranding, d'où Opinion Act, qui a un double sens. D'abord, un premier sens sur le fait qu'il faut renouer les relations entre l'entreprise et ses parties prenantes, un nouveau contrat social à inventer, et puis en même temps pour nous traduire que nous agissons avec l'opinion. On est une quarantaine de personnes chez Opinion Act et la moitié sont des data analysts qui passent la journée, 7 jours sur 7, à décoder le web pour déceler des fake news, mais aussi éclairer les entreprises dans leur stratégie de communication à la lumière de ce qui se passe sur le web. Bon, merci Caroline. Donc, écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je te laisse la parole. Oui, avec plaisir. Donc, j'ai prévu une présentation en 3 temps. Un premier temps qui revient sur ces fake news pour essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui sont derrière, qui sont les responsables de ce fléau qu'on va appeler ennemi public numéro 1 depuis 2017 dans le monde. Une deuxième partie sur comment on les anticipe, dans la mesure où vous, en tant que DIRCOM, vous avez la possibilité et l'opportunité de préparer le terrain face à l'arrivée, la survenance de fake news. Et puis, troisièmement, quand l'infox arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, plutôt pour intégrer dans vos gestions de crise. Et évidemment, à la fin, un temps d'échange, bien sûr. Ça va aller vite, cette première partie, parce que tout cela vous est très familier. Essayez de comprendre, quand on lit un peu la presse, on voit généralement trois responsables désignés. D'abord, les fabriques de l'intox, le business de l'intox. Ensuite, souvent les plateformes, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, etc. Et puis, on voit aussi souvent incriminer la crédulité du public. On va passer en revue ces 3 coupables et se demander s'il n'y a pas un autre phénomène derrière qui est, lui, beaucoup plus intéressant pour vous en tant que DIRCOM. Premier sujet, les fabriques de l'intox. En fait, voilà, moi, ça fait 7 ans que je travaille ce matériau-là, de la rumeur en ligne, la désinformation. On a 4 types de producteurs de fake news. On va appeler le premier producteur le complotiste, qui est la version la plus extrême du dogmatique, celui qui vient défendre une idée. Lui, sa motivation, elle est idéologique. C'est par exemple l'anti-vaccin qui souhaite propager cette idée que les vaccins sont dangereux pour la santé. Deuxième type d'émetteur de fake news, le pro de l'intox. Et là, derrière ces infox, il y a effectivement tout un business de la désinformation. Entre les logiciels de persona management qui vous permettent de faire des faux profils, entre de l'achat de clics en masse en Indonésie, et puis bien sûr tous ces sites qui ne vivent que par la publicité et du coup qui ont besoin de clics et d'audience et donc eux, motivation financière. On a un troisième type d'émetteur qui a toujours existé avec Internet, c'est le troll. Pour lui, c'est un jeu, la fake news. C'est une façon de monter les internautes les uns contre les autres, d'animer des polémiques. Et lui, du coup, sa motivation est plus psychologique. Sa version la plus extrême encore, c'est le hater, parce qu'on peut utiliser les fake news pour faire du cyberharcèlement. On va du coup émettre une fausse information sur une personne pour la dénigrer en ligne et générer un mouvement de groupe à son encontre. Et puis, vous et moi, on est aussi des émetteurs de fake news à chaque fois qu'on a aussi une motivation psychologique en jeu. Ça peut être de vouloir des clics, et c'est ce qu'on appelle le vanity metrics, c'est répandre sur Facebook, partager une information qui va nous permettre d'avoir plus de clics, mais aussi dans des temps de crise comme aujourd'hui, coronavirus, ouragan Irma, mais de tout temps, la bête du Gévaudan génère, la peur du loup génère des rumeurs de la désinformation. Ça existe depuis que l'homme est l'homme. Un deuxième type de coupable qu'on voit régulièrement, ce sont les plateformes.
voilà, dans la presse, encore récemment, Twitter qui dit vouloir lutter contre les fake news en incitant les gens à lire la totalité de l'article. Très bien. Sauf que tant qu'on ne résoudra pas la question du modèle économique des plateformes, on ne mettra, ce sera toujours cotère sur jambe de bois. Pourquoi? Parce que les plateformes, Facebook, Twitter, Google, ont de toute façon besoin d'engagement, c'est-à-dire de partage, de like. Sans engagement, pas de data. Sans data, pas de ciblage publicitaire, qui est le modèle économique de ces plateformes. Donc, ces plateformes, il y a deux phénomènes qui contribuent à ce fléau. D'une part, ce qu'on appelle les bulles de filtre, les bulles informationnelles, c'est-à-dire vous êtes exposé à de l'information sur laquelle vous avez déjà cliqué. Donc, si vous avez déjà cliqué sur une fake news sur la vaccination, la probabilité qu'on vous repropose via l'algorithme de Facebook ou Google des informations sur la vaccination est plus forte. Donc, ça va contribuer à radicaliser les gens. Et ça, on déplore beaucoup ce phénomène sur YouTube, par exemple, où on va voir de plus en plus de vidéos qui nous sont proposées sur des sujets des informations. Et le deuxième phénomène, c'est évidemment là où on critique la Russie dans son ingérence dans les pays européens, c'est le fait de faire des campagnes de manipulation massive avec l'aide de profils sur Twitter, sur Facebook, sur lesquels ils propagent des informations qui vont créer le chaos dans les démocraties. Donc là, les plateformes sont accusées d'être complices de cette utilisation des algorithmes. Vous permettez une toute petite seconde, je vais dire à mes enfants de se taire. Excusez-moi, c'est les aléas du télétravail. Il y en a qui vont être privés de dessert ce soir. Hein. Désolée. Tu as sévi donc. Comment? Tu as sévi. Allez. Troisième phénomène, alors la crédulité des masses. Là-dessus, c'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, ce sont les plus jeunes qui propagent les fake news. Puis en fait, non, ce sont ceux qui sont les moins adaptés au numérique, les plus seniors. En fait, tout le monde, sans exception, d'après les sociologues, des plus éduqués aux moins éduqués, sont émetteurs de fake news, mais pour des raisons différentes. Ce que j'ai observé, et en croisant avec des travaux de sociologues, c'est que on va avoir deux types de biais et qui vont toucher les gens différemment. D'abord, les biais émotionnels. Moi, c'est mon premier radar à fake news, c'est si ça me suscite une émotion, je me dis, attention, danger. Que ce soit une émotion de surprise, de peur, d'humour, d'effroi, de dégoût. Quand on voit l'alcool qui serait un vecteur anti-coronavirus, ça peut nous faire rire et du coup, ça nous suscite une émotion, on a envie de le partager. Même si peut-être au fond de nous, on n'y croit pas trop. Ou bien, vous voyez ce message sur la personne bien informée, le soignant qui alerte sur le fait que c'est la catastrophe dans les hôpitaux. Donc là, c'est évidemment la peur que ça anime. Donc par rapport à ça, on constate que ce sont plutôt les jeunes qui sont plus sensibles et les gens moins éduqués qui sont plus sensibles à ces biais émotionnels et qui vont être plus vecteurs de propagation de ce type d'infos. Deuxième type de biais qui va opérer, ce sont les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont nos raccourcis intellectuels, rationnels, qui nous permettent de prendre des décisions plus rapidement. Et du coup, oui, pardon. Et donc, c'est notre cerveau qui fait des économies d'énergie, tout simplement. Et d'après les sociologues, on a plus de 150 biais cognitifs qui sont à l'œuvre dans notre raisonnement rationnel au quotidien. Donc là où on pense justement avoir un biais rationnel. Vous m'entendez bien? Ça va? Excuse-moi, Caroline, je vais juste passer un message pratique. Je pense que certaines personnes ne se sont pas mis en mute. Merci de couper le son.
Je vois notamment Clémentine, Pascaline. Je vois plusieurs personnes qui ne sont pas en mute. Yann. Donc, merci de vous mettre en mute, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Caroline. Je te laisse poursuivre. Voilà, cette vidéo sur la crise du coronavirus qui a été partagée plusieurs centaines de milliers de fois, elle accuse un laboratoire d'infectiologie à Wuhan d'avoir, vous le savez, propagé, finalement créé ce virus, donc il aurait été créé par un laboratoire pharmaceutique et du coup manipulé par l'homme. Et donc là, on est typiquement dans un biais de confondre causalité et corrélation. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a un laboratoire effectivement à Wuhan que c'est la cause de ce virus, mais ça, les complotistes sont particulièrement experts dans le fait d'aller chercher des coïncidences hasardeuses qui vont, mises bout à bout, donner une impression de forte conviction dans leur manipulation de l'information. Un biais qui est presque toujours à l'œuvre dans notre recherche rationnelle, c'est le biais de confirmation. Par exemple, si vous avez entendu parler des compteurs Linky, que ça vous intrigue, que ça vous inquiète, votre premier réflexe, la première requête tapée sur Google, c'est danger Linky. La 5G, dont on voit aussi, là aussi une fake news associée qui met en rapport la propagation du virus et la propagation et l'implantation du réseau 5G, eh bien là, c'est toujours la peur des ondes qui apparaît. Et la première requête associée à 5G ou à Linky, c'est danger. Or, en tapant danger Linky ou danger 5G, bah, à votre avis, quelle est votre probabilité de tomber plutôt sur du complotiste ou plutôt sur l'information officielle? Eh bien, c'est l'information évidemment plutôt complotiste. Un autre biais qui a été à l'œuvre dans cette crise du coronavirus, c'est le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est quand vous regardez une émission de télévision, celui qui gueule le plus fort, hein, qui est contre tous les autres, il vous paraît plus intelligent. Eh bien, professeur Raoult, en arrivant comme un héros avec l'hydroxychloroquine, malgré voilà, une réticence globalement du corps scientifique, est apparu comme un héros, comme plus intelligent, parce que justement, s'inscrivant en faux contre le reste. Donc là, tous ces phénomènes, évidemment, on est complètement inconscient de ces biais. Et finalement, les sociologues ont prouvé que ça touchait plus fortement les personnes éduquées, parce que justement éduquées au fait de relativiser une information et que la méthode expérimentale nous amène au doute, donc ils sont eux-mêmes dans le doute permanent. Mais finalement, si la rumeur a toujours existé, pourquoi accuser les réseaux sociaux? Pourquoi accuser les business de l'intox? En fait, justement, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison derrière cette propagation des fake news? Et quand je vous parlais de cette requête danger Linky ou danger vaccin, eh bien, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a quelques années, sur Google, quand on tapait cette requête, eh bien, regardez, 100% des résultats, ce sont des anti-vax, des complotistes, Santé Nature Innovation, théiercosmique.com, initiativecitoyenne.be, etc. Donc, moi, ce que j'observe, c'est que ça fait 15 ans que la désinformation existe sur Internet, mais qu'elle existe à chaque fois pour une bonne raison, c'est qu'en fait, les sachants n'ont pas pris l'initiative d'aller mettre en œuvre la bonne information sur Internet pour justement informer correctement les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre des gens qui ont une motivation particulière à émettre de la désinformation, on a vu pourquoi, bénéfices psychologiques, bénéfices financiers, bénéfices idéologiques. Eux, ils ont 3 fois plus de raisons qu'une académie de médecine, qu'une société savante, qu'un groupe de chercheurs d'aller, eux, fabriquer de la désinformation.
Et donc, le reste, les sachants, eux, eh bien, à la faveur en plus de la déconnexion des élites, eh bien, ne sont pas venus sur Twitter, n'ont pas travaillé le référencement sur Google, et ils ont laissé un boulevard aux émetteurs de fake news. Alors, aujourd'hui, quand vous tapez cette requête, vous allez trouver des médias qui informent correctement. Vous allez trouver des médias officiels aussi du ministère de la Santé. C'est-à-dire que depuis, il y a un rattrapage, mais le terrain est quelque part miné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ça fait quand même 20 ans que les révolutions numériques arment justement le citoyen pour lui donner des outils pour encourager une information non plus experte et top-down, émanant des autorités politiques, scientifiques, économiques, mais pour faire émerger plutôt une information du pair, P-A-I-R. On a eu la révolution des moteurs de recherche avec la possibilité de vérifier tout ce que disent les marques. Là, c'est Yuka, c'est la génération du fact-checking. C'est Wikipédia où on promeut justement une expertise citoyenne. La deuxième révolution numérique, évidemment les réseaux sociaux qui nous amènent ce rôle de l'émotion dans le buzz et de la propagation. Et la troisième révolution, celle des données, qui permet d'utiliser les big data justement pour du ciblage massif. C'est-à-dire que là, on a le YouTube de la pétition change.org qui permet justement de mobiliser l'opinion et à travers des pétitions. Et derrière, la levée de fonds sur Litchi, sur Citizen Case, contre les entreprises, contre les organisations. Donc, Web 1.0, il détecte l'information. Web 2.0, il dénonce sur les réseaux sociaux. Web 3.0, il passe à l'action. Ils mettent en œuvre les actions nécessaires à leurs revendications. Donc, si d'un côté, on a le citoyen qui, lui, maîtrise toutes ces techniques d'influence digitale et qu'on a à côté les autorités scientifiques, politiques qui, elles, sont complètement déconnectées, eh bien, il y a un décalage qui fait que c'est la fake news qui gagne à la fin. Donc, notre conviction, nous, en tout cas chez Opinion Act, c'est que c'est ce défaut de maîtrise qui, par les sachants, dans un marché de l'information qui est devenu dérégulé, qui, justement, ouvre la voie à la désinformation et donc, on va regarder comment la contrer. Alors, la chance qu'on a par rapport à l'époque de la bête du Gévaudan, c'est que on a pour la première fois la possibilité de la tracer, cette rumeur, cette désinformation. C'est-à-dire que les data nous offrent aussi la possibilité de comprendre comment les gens sont exposés aux fake news. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin, ils se forgent une certaine opinion ou ils prennent une décision de signer une pétition contre les compteurs LinkedIn. Donc, tout l'enjeu, ça va être d'agir sur un de ces trois leviers, soit comme contributeur parce que vous venez faire du fact-checking sur le contenu qui est en train de se propager sur la toile, soit comme diffuseur parce que vous empêchez l'hémorragie ou vous amplifiez le message contraire, le fact-checking, soit troisièmement, vous agissez sur les récepteurs, c'est-à-dire celui qui va recevoir la fake news en essayant de développer l'esprit critique, l'éducation à l'information du public. Alors vous, en tant que DIRCOM, évidemment, votre terrain de jeu, il est plutôt sur le parcours de la fake news. Il est plutôt sur le contenu qui va permettre de contrer la désinformation et sur les vecteurs de diffusion. Le débat sur les récepteurs, on pourra l'avoir, mais évidemment, il est un petit peu moins dans notre terrain de jeu. Alors, je vais vous donner 5 raisons d'agir à la source de la rumeur, c'est-à-dire en anticipation. La première, c'est que, quel que soit votre secteur d'activité, les rumeurs, elles sont déjà en ligne. Vous les avez peut-être pas vues dans vos radars, mais elles sont encore à ce qu'on appelle à l'état de signal faible dans notre jargon,
C'est-à-dire qu'on peut trouver, en cartographiant votre secteur d'activité, on va trouver tous les sujets sensibles qui sont dans l'opinion. Donc, qui va du coup falloir après ranker, scorer en termes d'acceptabilité sociale et de voir quel est le niveau justement de rejet ou d'adhésion à ces potentiels fake news. Deuxième raison de travailler en amont, c'est que si vous laissez traîner les rumeurs, eh bien, c'est un peu comme un cancer, pardonnez-moi le parallèle, mais un cancer qui métastase. Plus vous laissez traîner la rumeur, plus vous multipliez les foyers de sources différentes et plus elle va s'ancrer dans le web avec une difficulté pour nous, après cabinet d'influence, d'y répondre. Par exemple, là, c'est un travail qu'on avait fait pour Nestlé Waters aux États-Unis qui était attaqué sur le fait qu'ils étaient accusés d'assécher les nappes phréatiques, fake news. Et vous le voyez, en fait, en traçant l'exposition du public à la rumeur avec une logique de parcours d'influence, on voyait tous les petits bonhommes rouges là, qui montrent que la probabilité pour un consommateur lambda d'eau d'être exposé à cette fake news était extrêmement forte à tous les points de contact. Troisième raison, gagner du temps. Parce que le temps médiatique n'est pas le temps de la science. Imaginez que vous travaillez dans l'alimentaire et que, évidemment, vous utilisez de l'huile de palme. Évidemment, ça, c'est un sujet sur lequel on sait que vous pouvez être attaqué et que l'information sera difficilement vérifiable. Or, si vous avez fait ce travail de cartographie en amont et que du coup, vous savez que vous avez potentiellement un sujet explosif sur cet ingrédient, eh bien, ce n'est pas au moment où la crise va sortir que vous allez pouvoir aller chercher vos experts pour savoir si votre filière d'huile de palme en Indonésie, elle est clean, si vous faites de la reforestation, si vos fournisseurs de vos fournisseurs sont clean, etc. C'est-à-dire, on prépare les dossiers. On prépare les éléments de langage, on prépare les preuves pour le cas où, sur les sujets sensibles, on soit mis en difficulté. Quatrièmement, pourquoi il faut agir en anticipation? Parce que vous savez que le référencement naturel, ça ne se met pas en place en une semaine comme une campagne de publicité. Ça prend du temps, ça prend 3 mois. Et si vous êtes en gestion de crise, eh bien, autant avoir créé ce qu'on appelle dans notre jargon vos matelas réputationnels, c'est-à-dire vos sites tampons qui vont faire que on va amener l'internaute sur une information qui va être peut-être un peu froide dans le site que vous mettez en place, mais le jour où la crise arrive, vous allez mettre de l'information chaude qui va tout de suite remonter sur Google. Nous déconseillons, nous, par exemple, l'achat de mots-clés en gestion de crise. Et donc, c'est d'autant plus important d'avoir anticipé. Là, je vous ai mis 2 exemples. Vous voyez Linky danger et vous voyez qu'il y a une question-réponse. Pourquoi Linky est dangereux? Puis-je refuser le compteur Linky? Ce genre de question-réponse, si on veut que ça arrive sur Google, il faut l'anticiper, il faut avoir mis en place cette information-là optimisée sur votre site. L'autre exemple, sur Fort de vos jours, il y a un client avec une carrière industrielle qui connaît des fake news. Vous voyez, il y a le site placoplat.fr, le site Fort de vos jours. On a 2 sites qui se référencent sur Google et qui ont fait que, quand la crise est arrivée, on a pu tout de suite mettre de l'information pour les journalistes et montrer nos études. Et les études, on les avait avant parce qu'on avait anticipé. 5e raison de vous y préparer, c'est que vous aurez besoin d'alliés, vous aurez besoin de diffuseurs. Parce que sachez que vos collaborateurs, si vous ne faites pas ça, ils sont aussi les premiers à relayer les fake news. Dans le cas des compteurs Linky, ce sont les agents EDF eux-mêmes qui ont les premiers relayé les rumeurs d'explosion de Big Data, Big Brother, etc. sur les compteurs. Mais évidemment, un collaborateur, c'est pas un homme sandwich, il reprendra pas votre information comme ça. Il a peut-être pas lui-même une audience, il sait peut-être pas faire, et puis il se sentira pas légitime parce qu'il ne travaille pas à la com. Donc tout ce travail-là, de constituer vos réseaux internes d'alliés, ça se fait en amont, avant que la crise arrive, pour qu'on travaille en confiance.
Par exemple, SNCF a un groupe WhatsApp qui s'appelle Team SNCF, qui sont des agents SNCF qui ne sont pas de la com, mais qui, quand il y a une fake news qui sort sur l'entreprise, ils échangent tout de suite sur le groupe WhatsApp avec la cellule de crise et ils se partagent. Comme ça, les SNCF partagent des informations officielles, mais qui seront bien mieux portées par des externes, pas des comptes officiels, des vrais gens, et qui en plus ont une parole authentique sur l'entreprise. C'est-à-dire, ils la critiquent aussi. Et c'est ce qui fait que leur parole est crédible. Alors, voilà pourquoi il fallait anticiper. Le dernier sujet, je ne sais pas si j'ai le temps ou si vous voulez qu'on échange maintenant, c'était plutôt la gestion de crise quand même, faut que ça arrive. Maintenant, on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous voulez qu'on échange, Carole, ou je continue? Est-ce que parmi vous, certains souhaiteraient poser des questions ou est-ce qu'on peut continuer? Si vous avez des questions sur cette première partie, on peut en effet prendre les questions. On poursuit alors, Caroline, et on prendra les questions à la fin. Super. Merci. Alors, évidemment, je pense que vous êtes conscient de l'importance de la veille des réseaux sociaux pour la voir arriver, cette fake news. Là, c'est le cas d'une gestion de crise avec une entreprise qui n'a pas réagi lors de la survenance justement de cette désinformation. Et pourtant, pendant toute la phase 1, l'accumulation de signaux faibles, on avait déjà les éléments dans la veille pour se dire attention, préparons notre fact-checking, nos éléments de langage. La deuxième phase, c'est la phase à laquelle on aurait dû prendre la parole. La phase 1, on se prépare, on se dit oula, là il y a un truc qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Récoltons les informations. Au début de la phase 2, on prend la parole parce que là, il y a la pétition qui sort et le buzz qui commence. La phase 3, c'est trop tard. La phase 3, c'est la médiatisation. Vous voyez, le bleu prend le dessus. On est inaudible. Là, l'entreprise, elle est du coup ballottée complètement par ce qui se passe dans cette spirale médias, réseaux sociaux. La veille, ça sert aussi à aligner votre perception interne avec la perception externe. Parce que vous le voyez, c'est seulement quand les deux ronds là, font de la même taille qu'on arrive à complètement être connecté à notre marché et du coup à désamorcer la crise. Si vous sous-estimez, comme la deuxième ligne, complètement un sujet, une fake news, ou à l'inverse, vous la surestimez et vous faites de la publicité à la rumeur, et c'est ça qui va déterminer la crise. Donc, la veille doit vous permettre de vous décentrer de vous-même et de votre connaissance du sujet pour voir comment c'est perçu dans l'entreprise, dans l'opinion, par contre. D'où ce petit arbre de décision qui doit vous aider à dire quand est-ce que je prends la parole, parce que c'est toujours difficile de faire un communiqué de presse sur une rumeur qui peut-être a été partagée 50 fois et qu'en fait, on va, vous savez, on appelle ça l'effet Streisand sur Internet. C'est ce qui permet, c'est ce qui favorise finalement la visibilité de la rumeur. Ce qui est important de voir, c'est que la veille, justement, vous permet de comprendre la perception et que si vous êtes perçu comme responsable, c'est ça qui compte et vous devrez agir en termes de gestion de crise comme si vous étiez coupable. Ce qu'on voit dans ce petit outil aussi, c'est que sur Internet, en tout cas, en communication, il faut toujours traiter le fait générateur et l'émotion. Le fait générateur, c'est le fact-checking, c'est réponse sur le fond. Et l'émotion, vous avez vu que c'est un corollaire incontournable de la fake news et que du coup, vous allez aussi devoir la traiter. Ça, c'est une erreur que font systématiquement les entreprises, enfin systématiquement, de moins en moins heureusement, mais vous le voyez, dans l'affaire Lactalis, par exemple, on pardonne à l'entreprise l'erreur technique, la salmonelle dans la tour, je ne sais pas quoi, de toute façon, les gens n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Donc, le fait lui-même, il est finalement assez peu important pour le public. Mais ce qu'on n'a pas pardonné à Lactalis, c'est la posture.
c'est la posture de tourner le dos à l'opinion, de venir quand ils sont forcés par les médias. Et la première prise de parole du PDG, ça a été de dire on fera un chèque pour les victimes. Donc, zéro empathie. Donc, cette gestion de l'émotion est majeure. Et vous le voyez, du coup, dans votre arsenal d'outils pour prendre la parole en face de fake news, on est plutôt en haut, là, à chaud, et on va toujours devoir traiter à la fois la partie droite, qui est de gérer le fact-checking sur le fait générateur, apporter des preuves, si nécessaire, donner la parole à des externes, afficher la transparence, donner des gages. Et à gauche, établir le dialogue, parce que le dialogue, c'est ce qui apaise tout de suite les émotions du public. Ça peut être un PDG qui prend la parole en vidéo. Ça peut être l'entreprise qui crée un espace spécial sur sa page Facebook pour donner la parole et prolonger le débat. J'en ai bientôt fini. Le fact-checking, ça va être donc votre outil particulièrement sur Twitter. Twitter a l'intérêt de sourcer à la fois les journalistes, mais aussi les leaders d'opinion. Et finalement, c'est là que se fait l'actu. J'ai mis l'exemple là des pompiers de Paris qui avaient fact-checké une personnalité, pas des moindres, le président des États-Unis, quand il était allé dire, vous vous rappelez, qu'il ferait bien d'envoyer les Canadair sur Notre-Dame. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'engagement, la réponse des pompiers de Paris a été parfaite en termes de ton et d'optimisation de son tweet. Et évidemment, tout le monde en a parlé. Mais le fact-checking, vous pouvez aussi le faire de façon indirecte à travers des médias fact-checkers. Donc là, je vous invite si vous êtes sur des secteurs sensibles, des sujets sensibles, à prendre contact déjà avec les journalistes des rubriques de fact-checking pour justement être dans la confiance le jour où la fake news arrive. Enfin, la gestion de l'émotion, un petit mot aussi là-dessus. Gérer l'émotion, c'est une question de posture, on l'a vu avec Lactalis. C'est aussi une question de timing. Il y a vous voyez, une divergence entre le niveau d'information dont on dispose au moment de l'incident et le niveau d'information attendu par le public. Et c'est ce gap-là qui fait que l'émotion, notamment, vous vous rappelez Lubrizol, mais aussi là, pendant cette phase du Covid, les gens sont avides d'informations. Or, vous êtes au cœur de la crise, c'est le moment où vous n'en avez pas. Donc, savoir gérer ce temps-là et faire attendre les gens pour leur dire « je reviendrai vers vous demain à telle heure avec plus d'infos », c'est majeur plutôt que de se taire. Et donc, la leçon à retenir, c'est que, évidemment, cette dictature de la transparence qui nous est imposée par les réseaux sociaux, il ne s'agit pas de tout dire, mais il s'agit d'accepter de parler de tout. Et donc, y compris dans une phase de fake news où vous êtes en train vous-même de vérifier l'information et que vous n'avez pas toutes les billes. Acceptez de le dire en toute humilité, ce sera beaucoup mieux accepté que le silence. Et voilà, le dernier petit mot, c'était la posture, on en a parlé. Il y a des postures qui ne passent plus dans l'opinion. Et ça, c'est systématique. Vous prenez toutes les gestions de crise sur Twitter chaque année dans le palmarès Visibrain, 50%, ce sont des postures de com des entreprises qui se retournent contre elles-mêmes. Donc, les entreprises sont elles-mêmes les propres provocatrices de leur bad buzz. Alors, ce n'est pas toujours des fake news, bien évidemment, mais le sujet de la posture va être majeur. Voilà. Je suis allée un peu vite, mais bon, je voulais vous donner un maximum de clés, d'outils. Si vous voulez en savoir plus, donc effectivement, il y a ces deux ouvrages, L'art de la guerre digitale, qui est plutôt les clés pour des techniques d'influence, et puis le focus sur les fake news avec Décoder Info. Et je vous remercie. Je suis à votre écoute pour les questions.
Donc, merci Caroline, merci beaucoup. Je vois qu'il y a peu de questions via le chat. En revanche, est-ce que je peux vous demander de poser vos questions en direct à Caroline? Merci Caroline pour cette présentation extrêmement riche et qui nous donne un espoir, c'est que nous pouvons lutter contre les fake news. Ah, je vous confirme, je vous confirme. Qui se lance pour la première question? Moi, j'ai une question, c'est Alice, si c'est possible. Oui, bonjour Alice. Bonjour Caroline. Je me posais la question, alors sachant que j'ai malheureusement raté le début de la présentation parce que je n'avais pas le lien, et peut-être vous en avez déjà parlé, mais quel peut être le rôle des influenceurs dans la gestion de crise? Évidemment, les médias en tant que tels peuvent être des influenceurs de bad buzz, mais un influenceur au sens YouTuber, tweetos, en B2B ou en B2C d'ailleurs, peut-être les deux cas sont pas les mêmes. Comment est-ce que vous les gérez, vous? Quelle est votre Vous voulez dire recommandation? s'ils émettent une fake news ou pour vous aider à résoudre une fake news? Alors, dans les deux cas, c'est-à-dire s'ils émettent ou relayent une fake news, et Ouais. comment nous, en contre-feu, on est susceptible ou pas de justement d'agir auprès d'eux, de les contacter officiellement ou officieusement, je ne sais pas. Alors, s'ils émettent une fake news, ça arrive souvent, et notamment dans la santé. On a quelques youtubeuses américaines qui se font régulièrement tacler sur les réseaux parce qu'elles donnent des conseils beauté, santé à leurs audiences qui génèrent parfois même des hospitalisations. Donc, c'est un vrai sujet au point qu'il y a une académie de formation des influenceurs qui s'est lancée pour justement faire en sorte qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite que la marque prenne la parole en son nom. En général, elle est rapidement relayée par d'autres influenceurs qui vont en profiter pour envoyer un petit tacle à ce youtubeur. C'est aussi souvent repris par les médias parce que comme ils sont quand même, c'est une info en soi, un youtubeur qui émet une fake news, un influenceur, parce que vu leurs audiences, ce sont des dangers publics à ce niveau-là. Donc, en général, vous n'aurez pas de mal à avoir des relais par les audiences, on va dire, contraires à ces youtubeurs, à ces influenceurs. À condition, bien sûr, quand même, d'avoir un écosystème digital assez performant. C'est-à-dire, si vous avez 50 followers sur Twitter, voilà, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Deuxième cas, comment on utilise les influenceurs même pour fact-checker. Ça peut être tout à fait intéressant, de la même façon qu'on peut utiliser nos collaborateurs comme influenceurs eux-mêmes. Je vais vous donner l'exemple de Sanofi qui avait une fake news sur son Doliprane pédiatrique. Vous savez, le Doliprane à la fraise, là, qu'on donne tous à nos loulous. Il y avait une pétition qui disait que l'édulcorant était cancérigène et qu'il fallait interdire ce médicament. Sanofi a détecté ça en veille et a repéré un blog de médecins qui avait fait un article là-dessus disant que c'était n'importe quoi. Et donc, Sanofi a tout de suite appelé les médias et a fait le choix, je le souligne parce que c'est extrêmement courageux et je trouve que c'est très bien anticipé, a fait le choix de communiquer sur la fake news avant d'être lui-même appelé par les journalistes. Donc, en proactif, d'appeler les médias et de dire, regardez, il y a cette pétition, mais allez voir ce blog de médecins et interviewez-le et vous saurez pourquoi c'est une connerie. Et du coup, les médias ont tous titré la pétition qu'il ne faut pas suivre, attention intox sur le Doliprane, etc. Et ça, quand on a un titre qui est bien tourné comme ça, c'est une victoire pour un DIRCOM. Ça répond à votre question, Alice? Ça répond très très bien. Merci infiniment, Caroline. De rien. Alors, je vais peut-être poser une question. Est-ce que je suis… Oui. Je vais peut-être poser une question du chat. Quel outil, Caroline, tu conseillerais pour une veille digitale efficace? Alors, tout dépend des enjeux de veille.
vous êtes voilà, une TPE, une PME, une grande entreprise, quels sont les volumes? Est-ce qu'il y a 10 retombées ou 5 000 retombées par mois, 50 000? Nous, SNCF, on en a 15 à 100 000. Donc, ça, évidemment, derrière, il n'y a pas le même travail de surveillance. La veille, elle peut vous servir juste pour la réputation. Vous pouvez vous dire, j'en profite pour surveiller mes concurrents, j'en profite pour alimenter mes stratégies de contenu. Donc, je veux aussi savoir ce que font mes consommateurs. Donc, il faut d'abord calibrer votre besoin de veille et en fonction, voir ce qui est le plus optimum pour vous. Nous, par exemple, chez Opinion Act, on utilise plusieurs outils. On utilise Stalkwalker pour la veille temps réel parce que c'est la solution qui nous détecte le plus vite les retombées. Donc, comme les serveurs sont en Europe, on n'a pas du tout de latence sur les médias français. Et donc, c'est important pour nous de voir très vite. Mais c'est pour la veille temps réel. Si vous ne faites pas de veille temps réel, vous n'avez pas forcément d'enjeu là-dessus. On utilise aussi Synthesio parce qu'il nous permet d'avoir des données sur les forums. Alors, sur les forums, il n'y a pas de gestion de crise, mais il y a des insights conso super intéressants. Donc, voilà. Et après, derrière, vous pouvez aussi vous dire, voilà, j'ai pas les compétences en interne pour maintenir ces outils parce que ça demande quand même beaucoup de pratique. Pour faire des bonnes requêtes booléennes, il faut les optimiser toutes les semaines en fonction de votre actu. À ce moment-là, j'ai besoin d'un prestat qui va faire qui va me préparer l'information et qui va lui-même se débrouiller avec les outils. Donc, voilà, des gens comme nous ou qui peuvent soit vous aider à paramétrer vos outils, les optimiser, soit vous livrer la prestation sous forme de service directement. Donc, après, les outils, nous, on a fait un benchmark, si ça vous intéresse, début 2019, après Cambridge Analytica, parce que les outils perdent aussi régulièrement leurs API, c'est-à-dire avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram, ils perdent de la data. Donc, suivant vos besoins, l'outil sera pas forcément un outil sera pas forcément adapté. Merci, Donc, Caroline. je vous invite à me contacter du coup si vous souhaitez avoir ce benchmark et en discuter davantage. Une autre question, Caroline, au chat. Qui sont les meilleurs fake news checkers? Je suppose que ça vient des médias, probablement. Alors, en fait, ça dépend beaucoup de votre secteur, hein, parce que si vous êtes dans la politique, évidemment, les grands médias nationaux vont être… si vous êtes, je sais pas, je sais qu'il y a des DIRCOM de mairie parmi vous, donc si vous êtes dans l'actualité de la vie démocratique, les grands médias nationaux ou locaux vont être les plus réactifs et les plus visibles. Si, comme Carole, vous êtes BASF, par exemple, vous êtes dans un sujet qui est technique, et là, vous êtes dans l'énergie, vous êtes dans l'environnement, la chimie, l'industrie lourde. C'est pas les grands médias, le monde, vont pas s'intéresser à votre fact-checking. Donc c'est pas eux qui vont réagir. Par contre, vous allez avoir sur Twitter une armée de fact-checkers qui sont fédérés autour du hashtag #NoFakeScience et qui vont se faire une joie d'aller fact-checker sur la fake news qui vous concerne. Ou bien, si vous êtes dans la santé, vous allez avoir encore une autre armée qui, eux, luttent contre les fake med, donc les fake news dans la santé. Et donc, il vaudra mieux les activer eux, parce que c'est pas, à part quand dans une grosse crise comme le coronavirus, si vous avez une fake news sur votre médicament, ils vont pas forcément réagir. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper et comprendre votre secteur pour avoir pris attache avec ces fact-checkers avant, de façon à ce que le contact soit établi. Ils n'apprécieront pas d'être instrumentalisés et que vous les activiez juste pour votre besoin ponctuel. Il faut être en conversation avec eux. Donc, c'est important vraiment de créer et d'entretenir cette communauté de fact-checkers sur les réseaux sociaux. Exactement.
qui inclut vos collaborateurs, qui inclut les leaders d'opinion de votre secteur, qui inclut les fans de vos produits, voilà, potentiellement. Si vous ne faites pas ça, je ne sais pas si vous vous rappelez KitKat qui a été attaqué par Greenpeace sur l'huile de palme. Ben, ils avaient beau avoir 100 000 fans sur Facebook, les fans ne sont pas venus les défendre quand Greenpeace les attaquait. Pourquoi? Parce que si vous avez un discours que publicitaire auprès de vos fans et qu'à côté de ça, Nestlé se fait attaquer, bah, les gens ne font pas le lien. Si en revanche, vous sondez vos fans et vous les associez à vos réflexions produits sur les ingrédients et vous jouez cette transparence, ils viendront vous défendre le jour où vous êtes attaqué par Yuka ou par les véganes ou par je ne sais qui. Donc, c'est donc aussi beaucoup lié à une politique, une stratégie de contenu. Ah, c'est le cœur, tu l'as vu dans la notion de fact-checking, c'est positionner des contenus avant que la rumeur n'arrive pour qu'on ait un socle, ce matelas de réputation qui est là, présent sur Google. Évidemment, là, on ne sait pas exactement sur quoi va être la fake news, mais on aura positionné nos contenus sur notre expertise. Tu vois, sur Fort de vos jours, bah, sur la carrière industrielle dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on a parlé de l'histoire de cette carrière, du projet de Saint-Gobain autour de cette carrière. Quand la fake news est arrivée sur le fait de la rumeur de radioactivité de cette carrière, eh bien, on a pu publier un article sur radioactivité. Mais du coup, dans Google, il y avait cet historique autour de la carrière. Donc, il est tout de suite remonté, ce contenu. Donc, tu as le contenu froid que tu prépares avant, qui est un contenu plutôt environnemental sur ton sujet. Et puis après, tu as le contenu chaud qui répond au fait générateur de ta crise. Okay. J'ai une question, je rebondis. Après, il y a beaucoup d'autres questions sur le chat, mais une qui est en lien avec ce fact-checking. Est-ce qu'un même média peut être fake news checker et en même temps créer lui-même des fake news? Ah ben carrément, Le Monde, Samuel Laurent qui a créé le Décodex, je l'ai interviewé pour mon bouquin et je lui dis mais comment vous faites quand Le Monde sort une fake news? Il était bien embêté, il m'a dit bon ben on tire pas sur l'ambulance, hein, mais c'est sûr que ça arrive. Et donc il y a aussi certains sujets sur lesquels ils vont être complètement ayatollahs en termes de fact-checking, et puis d'autres où ils ont des vraies idéologies aussi qu'ils vont défendre, et sur lesquelles voilà, il n'y a pas de vérité en fait. Il y a une pluralité d'informations. Et ce qui est important, c'est que le consommateur, le citoyen soit exposé à cette pluralité. Ce qui est dangereux pour nos démocraties, c'est quand il y a une idée unique et qu'on ne pense que d'une certaine façon. Donc, c'est là que, du coup, bah ouais, Le Monde ne sera peut-être pas un super fact-checker pour nous sur des sujets environnement, par exemple, ou sciences. Par contre, il le sera pour d'autres. Et puis, voilà, il y a Décodagri qui va arriver et puis qui, lui, va être le spécialiste du fact-checking sur le secteur agricole. Donc, on va devoir jouer avec ces différents acteurs et activer les bons qui vous seront favorables. Très bien. Une autre question, comment mesurer le moment où il faut prendre la parole sans prendre le risque de faire de la pub à la rumeur? Alors là, encore une fois, plus vous avez anticipé en maîtrisant un peu la data de votre secteur, plus vous saurez justement quelle est ce qu'on appelle nous l'échelle de risque. L'échelle de risque pour nos clients, c'est pas la même pour SNCF et pour je sais pas les Vergers Boiron, je crois qu'ils sont dans votre club de la com. Les Vergers Boiron, B2B qui fait de la purée de fruits pour la restauration, et SNCF qui fait voilà 100 000 retombées par semaine. L'échelle de risque dans ces cas-là, c'est que nous on sait qu'à 200 retweets pour SNCF, en dessous on ne regarde pas. En dessous, c'est voilà, sauf à ce que ce soit un signal faible, vraiment un sujet très émotionnel et dangereux. En dessous, voilà, on va regarder uniquement ce qui a les plus fortes retombées. Et les Vergers Boiron, par contre, peut-être 20 retweets de professionnels, c'est super important pour eux.
Donc ça, c'est en prenant un an de data qu'on va voir un peu les volumes qu'il y a sur le secteur et qu'on va pouvoir faire notre échelle de risque pour que le jour où il y a quelque chose qui fait bouger un peu les radars sur notre échelle de risque, on se dise ah ben là, attention, il se passe quelque chose. Très bien. Je vais peut-être donner la parole maintenant aux personnes qui ont des questions. Je pense notamment à Hélène, Marielle. Je vous laisse poser vos questions en direct à Caroline. Oui, merci Carole. Hélène, bonjour à tous. Caroline, comment donner quelques conseils à Monsieur Tout le Monde pour repérer, Monsieur Tout le Monde, donc des salariés d'entreprise, pour repérer les fake news? Quels conseils donneriez-vous? Alors moi, j'entends tout le temps et à travers les conférences des gens qui donnent des conseils pour vérifier, recouper, voir si l'étude en question, elle a fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique crédible, etc. Puis vous voyez The Lancet, vous avez vu sur le coronavirus, qui dépublie, alors que c'est le Graal en termes de reconnaissance scientifique de The Lancet. Donc moi, ça, j'y crois pas une seconde. Je ne crois pas qu'on va passer notre vie sur Google à vérifier les informations qu'on entend à la radio, qu'on lit sur Twitter, etc. Du coup, j'ai un conseil à donner, c'est mon fameux radar émotionnel. Et ça marche à tous les coups. Au point que un sociologue que j'adore, qui est Bronner, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, La démocratie des crédules, hein, c'est génial, j'adore ce qu'il fait, sauf qu'une fois, dans un de ses bouquins, j'ai trouvé une fake news. Il parlait du fait que l'eau de Javel était interdite à l'hôpital et que c'était une des causes de la diffusion des infections nosocomiales. Et j'ai trouvé ça tellement dingue. Je me dis, mais c'est fou ça qu'on n'ait pas entendu parler. Et mon radar à fake news s'est mis en route parce que je me suis dit, c'est trop gros pour être vrai, vous voyez. Premier réflexe, je vais sur Google et je tape du coup notice pour le personnel nettoyage à l'hôpital. Et je suis tombée tout de suite sur premier résultat de Google, c'était des conseils justement pour les. Et là, j'ai vu qu'ils utilisaient de l'eau de Javel. Et le deuxième article, c'était un journaliste du Monde qui avait lu aussi le bouquin et qui avait été choqué de l'info et qui a fait un article sur cette fake news. Donc, en fait, voilà, le fait que ça vous émeuve, le fait que ça vous surprenne, le fait que ça vous touche, hein, il faut vraiment vous méfier. Et c'est comme ça que je vois des photos détournées, des manifs voilà, qui ne sont pas des manifs de la même année, des scènes de guerre qui ne sont pas. Chaque fois, ce petit enfant, vous vous rappelez le migrant mort au bord de la plage, etc. Tout ce qui va susciter une réaction, quelle qu'elle soit, il faut vous méfier. Et c'est là que vous vérifiez. Si c'est une information factuelle, de toute façon, elle ne fera pas le buzz. Et s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de buzz, donc ça n'a aucun intérêt. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas une fake news. Merci. Marielle, est-ce que tu peux, Marielle, également préciser peut-être ton entreprise pour Caroline? Oui, bonsoir. Je suis Marielle, je travaille chez Mylan, donc dans la santé. D'accord. Je connais bien Boléro pour le coup, mais par contre, alors j'avais une question, mais j'ai aussi votre intervention là sur ce sujet me fait juste rebondir, penser à, on parle fake news, et derrière pour moi ça véhicule la notion quelque part, j'allais dire volontaire, c'est-à-dire la fake news peut, en tout cas comme elle peut être perçue, c'est quelque chose qu'on véhicule volontairement comme erroné. Mais comment faire le distinguo entre la fake news et l'erreur? Là, ce que vous venez de mentionner, potentiellement, est-ce que c'était une erreur et donc une méconnaissance et quelque chose d'involontaire? Et là, j'allais dire, il faut l'appréhender d'une certaine manière aussi, c'est ramener de l'information. Mais la fake news aussi peut être complètement volontaire et chercher à détruire ou à voilà. Il y a vraiment pour moi deux angles en fait par rapport à ces informations fausses quelque part, mais qui n'ont pas à l'origine la même intention derrière. Oui, tout à fait. Et après j'aurai une deuxième question du coup.
Oui, oui, c'est dans le bouquin, vous le verrez, j'ai sérié toutes les intentions qui étaient derrière la fake news, de manipulation, de propagande. Et effectivement, il y a des intentions malveillantes. Il y a aussi parfois, comme pendant les ouragans Irma, des gens qui sont persuadés avoir vu flotter des cadavres, ou c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Donc à la fin, vous vous auto-convainquez. Mais c'est vrai que là, dans le cas de l'eau de Javel, en fait, il y a de la part de Gérald Bronner un biais de cadrage. Et pourtant, il est rationnel. Je veux dire, c'est un chercheur. Et le biais de cadrage, c'est quand on lit justement une information toujours sur la même source, il n'y a aucune information fausse, mais si vous lisez toujours Français de souche ou je sais pas, valeurs actuelles, vous allez avoir un prisme déformant sur l'actualité qui va finalement forger votre opinion d'une certaine manière sur la délinquance, les migrants, etc. Eh bien, c'était pareil pour Gérald Bronner. À force de lire des gens qui luttent contre la désinformation scientifique, eh bien, quand il a vu une fake news sur cette eau de Javel, il l'a repris d'un autre chercheur, en fait, sociologue, eh bien, il ne l'a même pas vérifié. Donc, ce n'était pas volontaire, mais il était lui-même pris au piège de ces fameuses bulles de filtre là qui sont via le biais de cadrage qui est les sources d'information sur lesquelles on travaille. Donc, ça se mélange en fait. Ouais. Ça se mélange. C'est ça qui est très complexe c'est qu'au départ, vous pouvez avoir l'ingérence russe qui propage exprès des vidéos sur les violences policières. Et puis, en fait, après, derrière, des communautés qui, elles, spontanément et sans vouloir justement manipuler l'opinion, sont touchées émotionnellement et donc propagent. Donc, il y a un mélange d'intention et de spontané. Très bien. Et donc, ma question aussi portait sur les signaux faibles et sur la notion même de l'importance effectivement d'anticiper, on va dire, et de se préparer et d'anticiper les sujets comme ça qui peuvent, entre guillemets, enfler. Et parfois, ces signaux faibles, ils sont complètement, enfin, ils peuvent être assez éloignés de notre première sphère d'activité ou d'environnement. C'est-à-dire que c'est des signaux qui vont voilà, commencer à grossir, mais en dehors. Et donc l'idée, ma question, c'est comment faire pour les repérer le plus finement et de façon le plus anticipée possible, ces signaux faibles, qui sont parfois, voilà, on va potentiellement mettre des outils en place pour surveiller des sujets qu'on connaît, mais finalement, c'est pas là où le risque est le plus peut-être majeur. Il peut être complètement majeur, complètement en dehors. Donc, c'est pour ça que là, les outils ne nous servent à rien sur les signaux faibles, sauf à sourcer, à remonter. Mais après, derrière, c'est une analyse vraiment qualitative. Le fait de cartographier votre terrain de jeu et en sortant de votre seule marque, où est-ce que je l'ai mis ça? Voilà, par exemple, là, c'était pour Saint-Gobain sur Isover. On a cartographié non pas ce qui se disait sur Isover et Saint-Gobain, mais sur l'isolation en général. Ça nous a permis de voir justement toutes les rumeurs qui pouvaient exister sur les produits d'isolation et on a identifié une vingtaine de rumeurs autour de la laine de verre. Alors, certaines étaient des signaux faibles, mais ça nous a permis après de cibler la veille. C'est-à-dire, du coup, on va serrer comme ça toutes les thématiques et plutôt qu'après derrière de lancer un travail de veille sur tous les sujets qui seraient très chronophages, on va cibler une veille sur quelques thématiques, quelques mots-clés qu'on sait particulièrement sensibles. Et à partir de là, du coup, le veilleur, eh bien, il peut aller jusqu'à l'analyse vraiment du verbatim. Et c'est parce que c'est là qu'est le signal faible. Donc, il y a un travail en entonnoir à faire en amont pour
que vous ayez un petit peu comme encore une fois un cancer, une chirurgie ciblée pour aller bien faire les bonnes biopsies aux bons endroits pour savoir ce qui se passe dans telle communauté. Ça répond à votre question, Marielle? Oui, oui, oui. Enfin, voilà, on reste quand même dans un écosystème qui est. Enfin, je pense que oui, oui, ça répond. On essaye de faire un mapping de l'écosystème assez large, Oui. mais finalement, on peut rarement. Enfin, et c'est un peu ingérable d'aller. Après, c'est est-ce qu'on a envie de s'intéresser à telle ou telle tendance ou tel sujet un peu connexe, mais qui peut à un moment donné avoir des interactions avec. Voilà, je pense que c'est parfois aussi est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a les moyens et est-ce qu'on a cette curiosité aussi d'aller voir un petit peu plus. Moi, je pense que ça se Ouais, gère plutôt par une étude à ce moment-là, ouais, pour voilà, faire une analyse un peu macro-tendance, voir les interactions, par exemple là avec la crise dans le système de santé, tiens, qu'est-ce qui va émerger? Est-ce que la télémédecine va rester, la téléconsultation va rester une tendance de fond? Est-ce que les patients chroniques ont changé leur comportement vis-à-vis de leur médecin? Et là, c'est vrai que ce serait énorme de mener un travail de veille autour de ça. Il vaut mieux faire une étude, se dire, OK, on fait la photo maintenant, on se fait une conviction et puis on la refait dans 2 ans pour voir comment ça évolue, quoi. Je pense que là, effectivement, quand on a notre écosystème qui peut avoir des interactions avec d'autres, il faut faire une étude un peu macro une fois de temps en temps. merci. Merci. Je pense qu'on peut prendre vraiment une dernière question. Je vois qu'il y en a encore une ou deux dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question? Oui, moi je veux bien, Carole. C'est Amandine. Merci Carole. Merci Carolina pour cette présentation, c'est hyper intéressant. Alors moi je suis dire comme dans une mairie et du coup la sphère publique est aussi très touchée par des fake news et notamment avec les distributions de masques que chaque commune a vécu, voilà. Moi j'ai deux questions, deux petites questions rapides. Comment vous faites pour trouver l'origine des fake news? Vraiment le premier on va dire tweet ou vraiment l'essence même de de la diffusion de la fake news. Et deuxième question, mais c'est plus une remarque. Est-ce que vous travaillez dans la sphère publique et si oui, comment vous êtes arrivé un peu à vous dépatouiller ou s'il y a eu vous avez des exemples dernièrement avec la crise sanitaire sur lesquels vous êtes intervenu, voilà, dans la sphère publique. Voilà, c'était mes remarques. Alors, je vais commencer par la deuxième. Dans la sphère publique, moi, j'interviens, je suis dans la réserve citoyenne de l'armée de l'air et j'interviens beaucoup à l'IHEDN, qui est l'Institut des hautes études de défense nationale à l'école militaire à Paris. Et donc, je travaille sur l'influence de l'armée de l'air et j'ai également, du coup, aidé le SIG, le service d'information du gouvernement, sur au moment de la crise des Gilets jaunes et après avec le Brisol, à savoir comment gérer ces fake news et comment gérer ces situations de crise avec des signaux, des informations qui partent de tous les côtés, dans tous les sens, etc. Donc, on a fait des ateliers. Donc, je fais beaucoup de formations aujourd'hui pour le public. Voilà. Sinon, c'est des prestations plutôt d'études. On en a fait voilà, pour quelques acteurs publics, mais pas de veille en continu pour des acteurs publics, mais pas mal de formations et d'ateliers pour les muscler, les aider sur notamment les préfets pour la réponse sur les réseaux sociaux. Sur votre première question, comment on remonte à l'origine d'une fake news? Alors, les outils de veille nous permettent de retrouver toutes les publications sur un même sujet, sur un même post, de remonter, surtout qu'au cœur, on a la possibilité de remonter justement sur toutes les sources d'avant. Donc, on arrive à remonter assez fortement en amont, sauf la sphère privée.
quelque chose qui a été publié au départ sur WhatsApp ou sur Facebook, dans les pages privées, là, c'est sûr que mécaniquement, on n'arrive pas à tout remonter. Mais à la limite, c'est moins ça qui nous importe, de reconstituer l'histoire. Peut-être c'est important pour vous pour savoir quel adversaire a sorti de l'opposition a sorti cette fake news. Mais nous, quand on remonte, quand on regarde le parcours de la fake news que je vous montrais tout à l'heure, c'est plutôt pour comprendre comment les gens sont exposés, moins son histoire que sa façon de se propager et la trace qu'elle laisse dans l'opinion et qu'il faut absolument résoudre le plus vite possible. Éviter l'hémorragie. C'est comme une hémorragie, là où il faut faire un garrot et donc savoir où agir. Donc, et ça, les outils de veille, là, sont tout à fait opérationnels pour nous permettre de voir que c'est sur YouTube, que c'est une pétition sur Change, ou que c'est sur Twitter, ou que c'est sur Facebook, etc. Ça répond à votre question, Amandine? Oui, oui, parfait, merci. Je n'ai pas entendu du coup. Et vous m'entendez? Oui, ça, parfait. Bon. Merci beaucoup. Ouais. Je pense, Caroline, tout va bien. Je pense qu'on va pouvoir conclure parce que je vois que quelques personnes ont dû nous quitter. Alors, bon, un grand merci, Caroline. Le sujet a été passionnant. On a vraiment des témoignages très positifs. Donc, on voit bien, donc effectivement, que les fake news sont vraiment devenues une priorité dans nos métiers de communicants aujourd'hui. Et effectivement, c'est absolument indispensable aujourd'hui dans la gestion de la réputation de nos entreprises. Merci, Caroline, encore. Si vous avez des questions, d'autres questions, nous donnerons les coordonnées de Caroline et de Opinion Act, bien entendu. Je voulais également vous préciser que le livre, donc Décoder l'info, comment décrypter les fake news, donc de Caroline Fayet, vous sera offert et remis lors de la soirée de rentrée que le Club de la Com va organiser, puisque chaque année, en fin juin, début juillet, nous avons une soirée d'été qui n'aura pas lieu, malheureusement. En tout cas, pas cet été. Donc, nous espérons pouvoir organiser cette soirée à la rentrée, donc en septembre. Donc, nous vous remettrons ce livre à cette occasion-là. Et puis, un dernier point, des tweets ont été faits là, pendant la conférence. Donc, si vous pouvez retweeter, etc., bah, écoutez, ce sera apprécié. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Un grand merci à tous pour votre participation. Merci, Caroline. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt. On espère tous vous revoir, les adhérents du Club de la Com, en chair et en os, et puis surtout autour d'un verre. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci. Bonne continuation. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.